Je me considère comme un businessman. Je gagne de l'argent en satisfaisant une demande populaire. C'est ainsi que le célèbre gangster Al Capone décrivait ses activités de contrebande d'alcool à Chicago. Comment les États-Unis en sont arrivés à interdire l'alcool? Pourquoi Chicago est restée comme la ville du crime? Qui était vraiment Al Capone? Bonjour, pour cette nouvelle vidéo en collaboration avec Histoire Magazine, consacrée ce mois-ci à la pègre, j'ai choisi de vous parler de la guerre des gangs à Chicago. Et comme le hasard fait bien les choses, je me suis rendue à Chicago. Vous pourrez donc découvrir les lieux dont je vous parle tels qu'ils étaient à l'époque et tels qu'ils sont aujourd'hui. Dans les 20 premiers mois de la Prohibition, 100 millions de litres sont consommés au nez et à la barbe de l'État. Mais comment les États-Unis en sont arrivés à interdire l'alcool? Tout est parti d'un mouvement religieux porté par des femmes. Elles voulaient moraliser la société et stopper les violences domestiques, souvent dues à une consommation excessive de boissons alcoolisées. Le 19 janvier 1920, le Volstead Act, le 18e amendement de la Constitution américaine, interdit la production et la vente d'alcool. Au début, les Américains prennent cela comme une blague. Encore une loi qui ne sera pas appliquée. Mais très rapidement, les saloons ferment, les distilleries renvoient leurs employés et les productions d'alcool sont détruites. Les violences dues à l'alcool diminuent certes dans un premier temps, mais un autre mal vient ronger l'Amérique, les gangs. L'interdiction va avoir pour effet d'étendre la corruption et d'encourager le crime organisé dans les grandes villes. Mais alors, pourquoi Chicago est restée comme la ville du crime? L'explication tient en 3 mots: immigrants, géographie et Capone. Chicago est alors la 2e ville du pays. Elle possède une des plus grosses communautés d'immigrants italiens, irlandais et d'Europe de l'Est, des régions du monde où l'alcool n'est pas mal vu. Ensuite, Chicago est proche du Canada et peut se fournir facilement en alcool de contrebande. Et enfin, la personnalité d'Al Capone va marquer à tout jamais l'histoire des États-Unis. L'arrivée des New-Yorkais. Nous sommes donc au début des années 20. C'est l'époque des premiers gratte-ciel, des magnifiques voitures, du jazz en folie. Les Américains veulent faire la fête, malgré la prohibition. Les propriétaires n'ont donc pas le choix. Ils aménagent leurs caves en bars clandestins. C'est ce qu'on a appelé les speakeasy, des bars cachés où les gens peuvent consommer de l'alcool sans être arrêtés par la police. Au moment où la loi passe, 2 gangs sévissent déjà à Chicago. Le North Side Gang, dirigé par l'Irlandais Dean O'Banion, et la Manonera, dirigée par l'Italien Giacomo Big Jim Colosimo. L'arrivée de 2 New-Yorkais et la naissance d'un 3e gang va conduire à une guerre sans merci. Le 11 mai 1920, Big Jim est tué chez lui. Sans le savoir, les policiers enquêtent sur le premier crime de la guerre des gangs. Torrio et Capone sont bien sûr interrogés, mais à l'heure du crime, ils étaient loin. Une habitude qui leur permettra toujours d'échapper à la prison pour meurtre. L'enterrement de Big Jim servira d'exemple à tous les enterrements de chefs de gang, de l'homme de main aux hommes politiques. En passant par les stars et les chefs des gangs rivaux, tout le monde se doit d'être présent. Chaque gang montre sa puissance en offrant des enterrements fastueux à leurs chefs. Pour comprendre cette guerre des gangs, faisons une petite présentation de nos gangsters. Le Northside Gang, le plus ancien. Dean O'Banion dirige ce gang jusqu'en 1924. Comme tout bon Irlandais, il est très pieux, mène une vie exemplaire avec son épouse et ne boit jamais d'alcool. Pour masquer ses activités de bootlegger, c'est-à-dire de contrebandier, il tient une boutique de fleurs. Et il adore ça. Lui succède ensuite un duo, Bugs Moran et Jimmy Weiss. Jimmy est polonais. Il grandit et fait ses premières armes aux côtés d'O'Banion. Il cherchera toute sa vie à venger la mort de son ami. Bugs Moran, contrairement à son pseudo, est franco-canadien. Fervent catholique, il est marié et il est convaincu de sa supériorité morale. L'outfit ou le syndicat. Johnny Torrio est le grand organisateur de ce gang. Il est petit, s'habille sobrement de costume gris mais élégant, il ne boit pas, vit avec sa femme et déteste se faire remarquer. En 1924, il a l'idée d'amener tous les gangs de Chicago à collaborer pour se partager le marché de l'alcool et constituer un fonds commun destiné à corrompre les autorités de Chicago.
Al Capone est tout le contraire de Torrio. Il mesure 1,80 m, fait 86 kg et aime la célébrité. Son chapeau blanc est devenu aussi célèbre que ses énormes cigares. Il portait des costumes à plusieurs centaines de dollars, des chemises et des cravates très colorées. Il buvait de l'alcool et aimait la compagnie des prostituées. Il vivait dans une belle maison avec toute sa famille et aimait cuisiner à ses invités des spaghettis qu'il faisait lui-même. L'Unione Siciliana. Les présidents de l'Unione se succèdent durant la Prohibition à un rythme quasi annuel, chacun trouvant la mort dans un règlement de compte. Corrompre les autorités. En ce début d'année 1924, les gangs sont censés s'entendre. Reste donc à corrompre les autorités de Chicago pour ne pas qu'elles entravent le business. Cicero est une ville dans la banlieue de Chicago. Elle compte à elle seule 70 000 habitants. Le syndicat y possède presque toutes ses maisons closes et ses salons de jeu. Il était donc impératif que le conseil municipal reste un allié. Le 1er avril 1924, une centaine d'hommes de Capone, armés de mitraillettes, sont prêts à rappeler pour qui il faut voter. Sans surprise, c'est le candidat de la Haute-Fitte qui l'emporte. À partir de ce moment, on peut dire que Cicero fit sécession avec les États-Unis prohibitionnistes et devint la ville la plus humide ou alcoolisée et la plus animée du pays. Un journaliste de l'époque écrira « Si vous sentez l'odeur de la poudre, vous êtes à Cicero ». Une entente fragile. Dean O'Banion supporte mal la tutelle du syndicat. Et pour compliquer les choses, deux clans siciliens, les Genna et les Aiello, empiètent sur son territoire. Les pacifiques résolutions de Johnny Torrio volent en éclats lorsque O'Banion vole plusieurs camions destinés au syndicat. Et la goutte d'eau, c'est lorsqu'il vend à Torrio une brasserie qui, comme par hasard, ferme quelques jours plus tard. Lorsque le président de l'Unione meurt le 8 novembre 1924, O'Banion reçoit une commande de fleurs pour ses funérailles. Le 10, alors qu'il se trouve dans son magasin, 3 hommes entrent dans sa boutique et font feu. Pour son gang, cela ne fait aucun doute. Torrio et Capone sont derrière tout ça. La loi du silence est la règle dans ce milieu. La police est obligée de classer l'affaire faute de témoins. Les funérailles atteignirent des sommets. On les estime à 100 000 $, dont 10 000 pour le cercueil en bronze et en cristal. Il a fallu 27 voitures pour transporter toutes les fleurs. La passation de pouvoir. Au début de 1925, Torrio annonce à son ami « Al, tout est à toi ». Mais pourquoi le parrain se retire au sommet de sa gloire? D'abord, il est milliardaire, il peut se le permettre. Ensuite, il a la nostalgie de son pays, l'Italie. Mais surtout, il a peur. Le 24 janvier 1925, alors qu'il sort de sa voiture devant chez lui, 2 hommes sortent d'une Cadillac et vident leur chargeur. Torrio est gravement blessé, mais survit miraculeusement. Au médecin, il dira « Cautérisez bien les plaies. Les balles ont été frottées avec de l'ail. Une vieille tradition sicilienne qui veut que si les balles ne tuent pas, l'ail infectera les blessures. » Mais Torrio n'est pas dupe. Il sait que Moran et Weiss ont voulu venger la mort d'O'Banion. Torrio se retire des affaires et repart en Italie. À partir de ce moment, Al Capone va se forger sa légende. Il commence par s'installer dans 3 étages de l'hôtel Métropole, son nouveau QG. Le 3e étage était pour lui, le 2e et 4e pour ses 700 hommes de main. Un étage au-dessus et en dessous de lui était une précaution indispensable pour se protéger en cas d'explosion. Capone recrute des jeunes immigrés costauds. Ils sont bien payés et très bien traités. Mais surtout, Al Capone était un leader charismatique. Ces hommes avaient un immense respect pour lui et ils lui obéissaient sans discuter. Si Torrio a tenté de s'imposer par la diplomatie et la ruse, Al Capone a compris que la seule vraie solution était de ne laisser subsister qu'un seul gang, le sien. Il commence par faire le ménage chez les Siciliens. Les 3 frères Genna, Bloody Angelo, Devil Mike et Dandy Tony, avaient osé défier le syndicat. Le 25 mai, après une course-poursuite, Angelo est tué. Le 13 juin, Devil Mike, blessé dans un combat de rue, se réfugie dans une cave où il meurt vidé de son sang. Le 8 juillet, un ami de Dandy Tony lui donne rendez-vous. Comme le veut la tradition, il le serre dans ses bras, si fort que Tony ne peut bouger quand un tueur surgit du couloir. Inquiets de ces éliminations rapides, les membres de l'Unione décident d'élire un candidat approuvé par Al Capone. Mais qui était vraiment Al Capone? Al Capone ne doit pas sa célébrité uniquement à son immense empire criminel. C'est avant tout un homme qui a su se mettre en scène. Sa cicatrice, par exemple, est due à une simple bagarre de rue à cause d'une fille. Lui a prétendu que c'était dans un corps-à-corps avec un Allemand durant la Première Guerre mondiale. Son train de vie a contribué à façonner le personnage. Cigares hors de prix, Cadillac blindé, son propre wagon Pullman.
Le chiffre d'affaires d'Al Capone avoisinait les 6 millions de dollars par semaine. Même si une grande partie était destinée à financer les campagnes électorales, à corrompre la police et à payer une armée d'avocats pour faire sortir ces hommes de prison. La presse à sensation du pays a joué aussi un rôle, en publiant des récits très romancés de la guerre des gangs. En dépit de son image d'homme au caractère volcanique véhiculé par le cinéma, Al Capone était un homme souriant, sympathique, qui ne perdait jamais son sang-froid. Les écoliers rêvaient d'avoir son autographe. Il fournissait des emplois aux habitants des quartiers pauvres de Chicago. Les champions étaient très fiers de poser avec lui devant les photographes. Bref, vous l'aurez compris, pendant près de 10 ans, Al Capone fut extrêmement populaire auprès des citoyens de Chicago. Mettre fin à l'Empire Capone. En 1926, les autorités fédérales décident de mettre un terme aux activités du syndicat. En effet, Chicago est devenu hors de contrôle. Le bureau de la prohibition envoie une équipe d'hommes incorruptibles dirigée par un agent, Elliot Ness, devenu célèbre pour avoir essayé d'arrêter Capone à tout prix. Avec ces hommes, ils confisquent certes des stocks d'alcool, mais ceux-ci disparaissent très rapidement des fourrières municipales. Quand ils ferment des speakeasy, ils rouvrent quelques jours plus tard, un peu plus loin. Sur les mers, les bateaux devenus plus performants perturbent un temps les trafiquants. Mais les gangsters ripostent en adaptant des moteurs d'avion à leur hors-bord. Les actions d'Elliot Ness, certes parfois impressionnantes, ne fonctionnent pas. Rien ne semble arrêter Al Capone. Même les gangs rivaux. Le 20 septembre 1926, alors que Capone déjeune dans un hôtel, une douzaine de grosses voitures déchargent leurs mitraillettes sur le restaurant. La plus impressionnante attaque de la guerre des gangs. Miraculeusement, personne n'est mort. Quand la police l'interroge, Capone déclare « Quelle fusillade !» et l'enquête en reste là. Mais il sait que le gang du Nord est derrière tout ça. 8 jours plus tard, 2 joueurs de violon, qui n'ont pas vraiment la carrure de musiciens, s'installent en face de la boutique de Weiss. Le 11 octobre 1926, alors qu'il sort de sa voiture, Jimmy Weiss est criblé de balles. Lors d'une conférence de presse donnée pour l'occasion, Capone répond à un journaliste. Weiss était une tête de mule. 40 fois, j'ai essayé d'arranger les choses. Il aurait dû se retirer. À 29 ans, il en avait l'âge et assez d'argent. Mais je n'y suis pour rien. Le massacre de la Saint-Valentin. L'année 1929 est marquée par 2 dates importantes aux États-Unis. Le 14 février, jour du massacre de la Saint-Valentin, et le 29 octobre, date du crash boursier qui précipita le pays dans la plus grave crise économique de son histoire. Le 14 février, Bugs Moran et ses hommes ont rendez-vous dans un entrepôt pour réceptionner une livraison de whisky. 7 de ses meilleurs lieutenants ont ordre d'attendre. C'est alors que 2 policiers en uniforme sortent d'une voiture et leur demandent de déposer leurs armes et de s'aligner face au mur. Les hommes de Moran ne se méfient pas. Qu'est-ce qu'ils risquent après tout? Un aller-retour au poste de police avant d'être relâchés? Les faux policiers sont rejoints par 2 hommes en civil armés de mitraillettes. Sur un signal convenu, le quatuor tire. Une centaine de balles est tirée. C'est un véritable massacre. Les 2 policiers sortent, mettant en joue leurs complices en civil. Les habitants du quartier croient à une arrestation et applaudissent les policiers. Les gangsters remontent dans leur voiture et s'en vont sans être inquiétés. Seulement, des photographies sont publiées le lendemain matin dans le Chicago Daily News. Cette fois, l'aspect sanglant choque le public. La réputation de Capone est écornée. Mais fidèle à son rôle d'homme au grand cœur et pour faire oublier le massacre, Al organise des soupes populaires et offre des dindes pour Thanksgiving aux habitants de Chicago, gravement touchés par la crise économique. En 1930, son dernier grand ennemi, Aiello, meurt. Bugs Moran s'est retiré des affaires. À 31 ans, il devient le maître incontesté de Chicago et le plus grand gangster de l'histoire des États-Unis. Alors comment Capone finit-il par tomber? Le nouveau président des États-Unis, fervent défenseur de la prohibition, veut assainir Chicago à tout prix. Lors d'une interview, à la question « À quoi pensez-vous tous les matins en vous rasant ?», le président Hoover répond à Al Capone. Comme il ne peut pas mettre fin au trafic, le président essaye de le faire tomber pour fraude fiscale. L'agent du fisc, Frank Wilson, épluche ses comptes. Comme par hasard, une nouvelle loi oblige de déclarer tous ses revenus, même ceux issus d'activités illégales. Mais Capone ne laisse aucune trace de ses revenus, bien qu'il ait un niveau de vie princier. Après des jours et des jours de recherche, Wilson trouve un livre de comptes d'une boîte de nuit ayant appartenu à Al Capone, et des témoins qui peuvent en témoigner.
Un peu plus tard, lorsque Capone apprend que Guzik, le responsable des finances du syndicat, est arrêté pour fausse déclaration d'impôts, il comprend que c'est comme ça qu'il va tomber. Il réunit tous ses fidèles lieutenants et déclare « C'en est fini du syndicat, je vais être arrêté d'un moment à l'autre. Ce que j'ai accompli dans cette ville, je ne l'aurais pas fait sans vous. » Il sort son chéquier et appelle ses hommes un par un. Le 5 juin 1931, il est arrêté. Le 31 juillet, il passe devant le juge Wilkerson, un fervent défenseur du régime sec, c'est-à-dire sans alcool. Capone n'est pas inquiet dans son joli costume couleur banane. Il a préalablement négocié. S'il plaide coupable, il aura juste à payer une grosse amende et à faire 2 ans dans une prison confortable. Mais Wilkerson est Capone et tout ce qu'il représente. Il revient sur cette parole. Il n'y aura pas d'accord. Capone est furieux, lui pour qui la parole donnée est sacrée. Le procès est renvoyé au 6 octobre. Une fois encore, Capone arrive confiant. Il a corrompu les jurés. Sauf que le juge n'est pas dupe et les remplace aussitôt. Wilson monte à la barre et sort tout son blabla comptable, affirmant que le chef du syndicat a fraudé le fisc durant des années. Les jurés et le public ne sont pas impressionnés. Mais quand les commerçants à qui Capone a acheté pour des millions de chemises sur mesure, des ceintures en diamant arrivent à la barre, les jurés et les journalistes n'en perdent pas une miette. Dans une Amérique en proie à la misère, ce déballage, bien que non recevable, fait son effet. Le 24 octobre 1931, le verdict tombe. Capone est condamné pour évasion fiscale à 11 années de prison, une peine anormalement lourde. Il est certain que le procès était fait pour stopper Capone à tout prix. Il est escorté par Elliot Ness jusqu'au pénitencier confortable d'Atlanta. On ne sait pas pourquoi, mais quelques temps après, il est transféré dans la terrible prison d'Alcatraz au large de San Francisco. Alors que l'ennemi public numéro 1 est enfermé en réalité pour avoir vendu de l'alcool, l'État américain qui a besoin d'argent durant cette crise décide de mettre fin à la prohibition pour récupérer l'argent des taxes de l'alcool. Le 20 février 1933, c'est la fin de la prohibition. Les gangsters sont les grands perdants, l'alcool légal se vendant beaucoup moins cher. Mais ils ont su durant toutes ces années se diversifier au-delà des activités de contrebande. Jeux, prostitution, raquettes, etc., etc. Quant à Capone, atteint de la syphilis, il est libéré en 1939, puis meurt en 1947 dans sa belle villa de Floride. Il est enterré à Chicago sans le faste des enterrements d'antan, mais en laissant une trace indélébile sur l'histoire de Chicago. J'espère que ce petit voyage à Chicago à l'époque de la Prohibition vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode en collaboration avec Histoire Magazine.